Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de la session 0. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que je ne parle pas de la création de personnages. Bien sûr, cette dernière peut être abordée lors d'une session 0, mais je vous préférais voir avec chaque joueur individuellement pour la création pure. Cela étant dit, qu'est-ce qu'une session 0 ? Le principe est très simple, on va faire une table ronde avec le MJ et tous les joueurs afin de faire un point sur le jeu et définir les attentes de chacun. Première occasion, vous venez de recevoir un nouveau jeu. Il est beau, il est neuf, ça fait 2 ans que vous l'attendez. Et vous voyez déjà faire 2 sessions par semaine, pendant 15 ans. Alors que vous ne l'avez même pas encore ouvert. Une fois l'excitation un petit peu retombée, le livre lu, et avant même de préparer un premier scénario, vous pouvez faire une session 0. De quoi va-t-on parler ? Déjà, présenter le jeu et son univers aux joueurs de la façon dont vous le voyez. Et je me permets d'insister sur ce point. Chaque MJ a sa propre façon de visualiser l'univers et donc de le retranscrire aux joueurs. Par exemple, si je prends la présentation officielle de l'Appel de Cthulhu, elle dit « À la frontière de la folie des hommes, l'Appel de Cthulhu plonge les joueurs dans les écrits et le monde torturé de l'auteur américain Howard Philip Lovecraft. Le cosmos est régi par des entités élevées au rang de dieux, conscience pure ou monstruosité maligne, dont les intentions nous échappent. À la recherche de secrets perdus, confrontés à l'innommable, basculez-vous dans la folie ou parviendrez-vous à repousser les horreurs sans nom? Voici le genre d'enjeux auxquels sont confrontés les courageux investigateurs. » Alors que si je devais présenter mes parties, ça serait plus quelque chose dans le genre... Alors vous êtes dans l'Amérique des années 20, en pleine période d'après-guerre, avec la prohibition, les problèmes d'immigration, et vous êtes des personnes ordinaires qui vont être confrontées malgré eux à des phénomènes étranges et vont devoir mener l'enquête pour comprendre de quoi il leur tourne. Je pense que vous serez assez d'accord pour dire que les deux descriptions sont éloignées. La première met en avant la folie et l'horreur, alors que la seconde met en avant l'enquête et le mystère. Il est donc intéressant, tout particulièrement si le jeu est connu car il va générer des attentes, de donner votre version aux joueurs. Autre point intéressant, présenter le style de jeu. Imaginons un jeu de type Donjons et Dragons. Nous pouvons jouer de façon extrêmement sédentaire, en restant dans la même ville, en la poussant à se développer. Nous pouvons jouer de façon enquête, en cherchant à révéler les secrets de l'univers dans lequel on se trouve. On peut y jouer des aventuriers qui vont se balader de ville en ville pour voir ce qui s'y passe. On peut jouer l'exploration et fouiller des vieux donjons obscurs. Et on pourrait continuer ainsi pendant un bon moment. Et bien qu'on soit sur le même jeu, il existe souvent plusieurs styles de jeu, et les présenter permet de savoir quelles sont les envies et les attentes de chacun. Bien sûr, vous pouvez me dire que vous n'écrivez pas vos scénarios, et donc le style sera celui du scénar proposé dans le livre. Déjà, je vous invite à regarder l'atelier sur l'écriture de scénario. Ensuite, je rajouterai qu'avec quelques petites retouches à la portée de tous, vous pouvez adapter le style au scénario en mettant plus l'accent sur certains aspects ou en modifiant légèrement la situation initiale. Point suivant, les mécaniques de jeu. Ça peut être un bon moment pour expliquer le système de jeu, au moins dans les grandes lignes. L'intérêt va être que quand les joueurs vont faire face pour la première fois à des fiches de personnages, ils devraient se faire une meilleure idée de qui est capable de faire quoi. De plus, si la mécanique est un peu complexe, ça peut être un bon moment pour prendre le temps de l'expliquer en donnant des détails. Cela permettra d'éviter d'interrompre une future partie et éventuellement de mettre en lumière certains points de règles qui auraient pu vous échapper. Dernier point pour cette session, quel type d'ambiance voulez-vous à la table ? Quelque chose de sérieux, de drôle, de relax, bref, quel esprit vous avez envie de jouer ? C'est aussi une bonne occasion de parler des sujets que vous ne souhaitez pas aborder. Il peut y avoir des sujets sensibles et d'autres qui ne vous intéressent simplement pas du tout. Et il est bon d'en parler avant. On peut très bien imaginer un joueur de Vampire la Mascarade qui n'a pas envie de jouer le côté politique du jeu par exemple. Autre occasion de faire une session 0,
avant de commencer une campagne. Là encore, on peut poser plusieurs questions afin de rendre l'expérience la plus plaisante possible pour tout le monde et ainsi augmenter grandement les chances de la terminer. Déjà, présenter le cadre de la campagne, son but final. Est-ce qu'on est là pour découvrir l'univers? Est-ce qu'on est là pour progresser? Bref, un petit peu comme le style, il est possible que tout le monde n'ait pas les mêmes envies. Et il est bon de connaître les désirs de chacun, afin de faire les ajustements nécessaires. C'est également l'occasion de parler de l'ambiance souhaitée, voir ce que le MJ a en tête et comment l'adapter aux envies des joueurs. Ensuite, le groupe. On avait abordé le sujet dans un atelier précédent, mais il est intéressant que chacun définisse ce qu'il a envie de jouer, et ce de préférence en présence du maître de jeu. Ce dernier pourra aiguiller le joueur afin de rendre leur personnage intéressant pour le groupe, mais surtout pour la campagne. Très souvent négligé, les mécaniques. Généralement, le MJ impose sa patte, mais il peut être bon de prendre le temps de parler de mécaniques de jeu avec les joueurs avant une campagne. Est-ce que vous voulez une expérience très réaliste, avec des battle maps, des mesures et tout ce genre de choses? Ou à l'inverse, une expérience presque narrativiste, avec peu ou pas de jet de dés? Je pense que pour une campagne qui va être donc jouée pendant beaucoup de séances, prendre le temps d'en parler est un gros plus et devrait aider à la faire perdurer. Finalement, et c'est peut-être l'un des points les plus importants, la logistique. On fait ça où? On fait ça quand? On fait ça à quel rythme? On fait quoi si un joueur est absent? Qui prend des notes? Qu'est-ce qu'on mange? Qui amène quoi? Bref, parler de tous ces à côté du jeu qui peuvent être planifiés à l'avance afin de ne pas avoir à se poser la question une fois la campagne lancée. Dernier exemple de session 0, à la fin d'un arc. Tel un animé ou une série, mes campagnes sont découpées en arcs narratifs ou en chapitres. Arriver au bout de l'un ou de l'autre marque une pause dans le récit et ça en fait une parfaite opportunité pour faire le point. Déjà tout simplement, posez la question, qu'est-ce qui vous a plu et déplu? Que ce soit sur le fond, la forme, par exemple, l'histoire était-elle intéressante? Est-ce que les combats étaient trop courts, trop longs? Y en avait-il assez? Bref, profitez de cette séance pour prendre les retours et orienter la suite de la campagne pour la rendre plus intéressante pour tout le monde. Si vous jouez sur une grosse licence, il est probable que vos joueurs aient certaines attentes. N'hésitez pas à leur demander qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Il est généralement assez facile de rajouter quelques petits éléments dans un scénario sans pour autant avoir à le réécrire et cela fera plaisir à tout le monde. À présent, on va aller voir mon panel d'experts pour savoir quelles questions ils poseraient lors de cette session 0. Et bonsoir à tous, mon fidèle panel d'experts. Bonsoir tout le monde. Coucou. Bonsoir. Salut. Donc nous sommes nombreux ce soir, ça fait assez plaisir. Et on va attaquer de suite en posant la question à notre spécial guest, notre invité de qualité. Je parle bien sûr de Philou. Non, je parle de Monsieur Nico, auteur des Apprentis Sorciers, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Du coup, Nico, question pour toi. Voilà, lorsque l'on présente un jeu, donc à des nouveaux joueurs qui n'en ont peut-être pas entendu parler, ou qui en ont entendu parler, est-ce que tu penses qu'il est important de rentrer en détail dans la description de l'univers? Alors moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre, parce que raconter du jeu de rôle, c'est jamais bon, surtout pour quelqu'un qui a jamais joué. Et du coup, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il faut raconter, mais sans trop en raconter, puisque la première expérience, enfin, même les premières expériences, et même le jeu de rôle, ce qui est intéressant, c'est d'y jouer, quoi. Donc je pense qu'il faut raconter juste ce qu'il faut. Il faut, je pense, éviter d'en dire trop. Il faut donner un maximum d'informations que les personnages que les joueurs vont incarner sont censés connaître. Toutes les, enfin, je vais pas dire toutes parce que c'est compliqué, mais la plupart des trivia importantes, qui sont les personnages connus et importants de cet univers, que ce soit sur un plan local ou un peu plus mondial, si je puis dire. Les règles, notamment de magie, si l'univers en intègre, parler un petit peu des différentes classes et de ce que chacune peut apporter, pour pouvoir justement faire pendant ce que je vais me permettre d'appeler la session 0.5, la création de perso. Ou pendant la session 0 si elle se finit
par la création de perso. Bon, comme ça a été si justement dit par Nico, effectivement, une certaine demi-mesure à atteindre, enfin un certain équilibre à atteindre, au sens où oui, je pense qu'il faut donner suffisamment de détails pour expliquer un petit peu les spécificités de l'univers et donner envie aux joueurs, et suffisamment peu aussi pour justement que les joueurs soient surpris face à une situation et puissent encore en découvrir, tout simplement. À quel point rentres-tu en détail dans la description d'un univers lorsque tu présentes un jeu? J'aime avoir beaucoup de descriptions dans mes univers, mais en session 0, je ne suis jamais sûr si c'est une bonne idée de trop expliquer ce qui les attend. Dans certains cas, par exemple, si un personnage saurait certaines informations, je les mettrai de côté, je leur expliquerai en privé les informations un peu plus secrètes auxquelles ils auraient accès. Mais j'aime aussi avoir assez d'espace libre, comme a été dit avant par presque tout le monde, j'aime avoir assez d'espace libre pour que mes joueurs puissent s'intéresser d'eux-mêmes du monde que j'ai créé, et aussi de ne pas trop présenter. Ça me donne un peu d'options niveau improvisation. Par exemple, je ne veux pas attendre le pire de mes joueurs, mais si le pire arrive et qu'il déraille complètement une session, comme ça, j'ai au moins un peu une fondation sur laquelle retomber. Comme ça, je ne suis pas complètement pris avec ah, mais je leur avais déjà expliqué bien toutes les règles de l'univers et ils viennent de briser 4 ou 5 d'entre elles. Au lieu d'avoir expliqué tout ça, je peux réformer un petit peu ce que j'avais en tête moi-même et l'adapter pour que l'histoire se déroule un peu mieux. Mais bien sûr, tout cela dépend énormément de la situation des joueurs et de l'univers, surtout si c'est un univers qui est bien connu. Comme beaucoup d'autres, je pense qu'il ne faut pas très tôt dans le détail. On peut faire une présentation générale, puis après, avec les éléments de retour des joueurs sur les différents autres sujets abordés dans la saison 0, sur ce qu'ils attendent ou autre, sur leurs questions, on peut développer, en répondant à leurs questions, ou développer selon le type de partie qu'ils veulent faire, les idées de personnages qu'ils ont. Après, je ne sais pas si ça entre également dans ce que tu appelles la session 0, mais certains jeux ont une partie de l'univers qui se crée lors de la session 0. Et dans ce cas, c'est pas plus généralement des jeux où tu vas créer l'univers en début de partie, comme on peut créer aussi un groupe de personnages. Je pense notamment au jeu Apocalypse, où ouais, tu crées le setting, mais ça fait partie déjà de la partie en cours. Donc, c'est pour ça que je disais que j'étais pas sûr que ça rentre dans ce que tu appelles session 0. Du coup, ouais, vraiment, quand j'entends session 0, j'entends une session où on ne va pas jouer. Le fun. D'accord. Moi, je pense qu'une description de l'univers, c'est ultra important, surtout pour une session 0. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si on allait jouer derrière, justement. Donc, autant s'arrêter pour permettre aussi une immersion. C'est un rôle aussi très important de la description. C'est permettre aux joueurs de se faire une idée de l'univers. Je pense qu'en fait, en réalité, ça doit être vraiment très complet. Même si c'est possible de mettre des images pour visualiser encore mieux à quoi ressemble l'univers. Après, il y a des univers qui ont besoin de rien du tout. Il y a vraiment genre 3 lignes et c'est bon, on a compris le speech et c'est fait. Mais pour des univers riches et denses, je pense quand même que si on veut pouvoir se projeter, avoir une idée de personnage, c'est intéressant d'en savoir le plus possible sans rentrer dans les détails secrets, évidemment. Il y a des choses dont les peuplades de cet univers ne sont pas au courant. C'est pas obligé que les joueurs soient au courant eux-mêmes. Mais je pense que ça doit être bien complet. Mon avis, c'est que ça va être très dépendant du jeu en question et de la nature des personnages qui vont être joués dans ce jeu. Si on joue des habitants d'un monde qui sont censés bien connaître le monde parce qu'ils y ont toujours vécu, dans ce cas-là, il faut donner suffisamment d'éléments pour que les joueurs puissent être puissent jouer leur personnage correctement.
Par contre, sur d'autres jeux où il y a de grands mystères sur la nature du monde, là, on peut se permettre d'en dire beaucoup moins et de baser l'essentiel de la session 0 sur le système et sur le contrat social, ce dont on va parler ensuite. Le cas extrême étant, alors ça c'est quelque chose qui m'est arrivé une fois, j'ai fait jouer une mini-campagne et le principe c'est on joue des personnages ordinaires qui sont plongés dans une situation extraordinaire. Et je n'avais donné aucun détail aux joueurs, je ne leur avais même pas donné le titre du jeu de rôle. Je leur avais simplement demandé de me faire confiance. Et lorsqu'on a commencé la création de personnages, je leur ai dit, voilà, imaginez des personnages ordinaires du monde qui nous entoure, voilà. Et ils avaient du coup découvert l'univers en cours de partie. Et je ne vais pas parler à la place de mes camarades, mais il me semble que, par exemple, Mademoiselle 608 a un jeu, une création perso qui est très intéressant, je lui laisserai en parler si elle le souhaite, mais qui se prête aussi à ce concept de on découvre l'univers en jeu et le fait d'en dire le moins possible avant le début de la campagne permet de créer des éléments de surprise et des éléments d'émotion qui sont plus efficaces. Oui, parce que en fait, à la base, le jeu, justement, disait: «C'est le monde moderne, c'est celui que vous connaissez, donc il y a pas besoin non plus de décrire». C'est voilà. Et après, effectivement, il y a ce rebondissement qui était, justement, qui permettait de surprendre, les joueurs en disant: «En fait, non et en plus, tu sais rien». Et ça, c'est vrai que c'est aussi amusant de jouer avec ces ficelles. Mais c'est vrai qu'en règle générale, pour un jeu plus traditionnel, c'est peut-être mieux de connaître un peu où on met les pieds. Mais c'est vrai que c'est très amusant aussi de faire comme ça. Alors, Monsieur Filou, en tant que grand expert des règles, tu nous en avais déjà parlé la dernière fois, tu es vraiment quelqu'un de très très à cheval concernant l'application des règles d'un jeu. À quel point faut-il rentrer dans les mécaniques du jeu lorsqu'on présente justement un jeu? Dans la mesure où on a essayé de retenir et de se les faire rentrer soi-même dans le crâne juste avant, et ben il faut en expliquer le plus possible aux joueurs, comme ça ils pourront eux-mêmes gérer la mécanique et rappeler au maître de jeu quand celui-ci aura complètement oublié les règles. Ne faites pas comme moi, hein, je suis un très très mauvais maître de jeu sur le point des règles. Non, il faut en présenter. On n'est pas obligé de tout présenter, surtout s'il y a un système qui est complexe et on ne peut pas rentrer dans les moindres détails. Et il y a une partie qui va être découverte dans le courant des jeux, dans le courant de la première partie. Par contre, il faut en dire suffisamment pour que les joueurs puissent lire la fiche de personnage. Et par exemple, il faut qu'ils sachent, voilà, je veux faire un personnage qui est costaud. Est-ce que 8 en force, ça correspond à un personnage qui est costaud, moyennement costaud, très costaud? Voilà, donner donner des échelles pour que, en lisant la fiche de personnage, qu'il puisse la lire ou qu'il puisse l'écrire de manière à obtenir le personnage qu'il s'imagine. Non, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Après, si j'ai bien compris ce que tu as dit, il faut bien comprendre le fonctionnement général du jeu pour savoir, par exemple, à quoi équivaut un 8 en force, si tu es très fort ou pas, c'est l'exemple qui est donné, ou en agilité ou peu importe, pour savoir, pour jauger un peu le personnage. Après, tout ce qui s'y greffe dessus, on s'en fout. Je veux dire, je vais parler un peu crûment. On a le droit de parler crûment? C'est la première fois que je viens, je sais pas. Oui. Ouais, c'est un peu chiant. Je veux dire, tu présentes le jeu à des gens qui n'ont jamais joué. Si tu commences à leur expliquer comment on saute, comment on s'accroupit, quand ils sont accroupis, ils ont un bonus, etc., ça, on s'en fiche. On en revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense, c'est à être équilibré pour pouvoir jouer, pouvoir découvrir et pour que ça soit agréable. Je pense qu'il faut juste jauger l'univers et le système. Pas tout ce qu'on y greffe dessus qui est finalement dans des jeux, c'est optionnel. C'est d'ailleurs pour ça, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Tu disais que tu es un mauvais MJ, mais c'est pas ça, c'est que tu prends en réalité ce qui est important
Et le reste, c'est sûr que tu as des joueurs qui sont super méta et qui vont te demander oui, non, mais là c'était +2, je cache derrière un arbre, enfin, ce genre de truc. Et ça, c'est une particularité. Mais le système, tu le connais en réalité, c'est les détails sur des mécaniques qui se greffent dans certaines situations. Enfin, je pense. Hein. On va dire ça, c'est gentil. Non, mais voilà, ouais, tout ça pour dire que je pense l'arbre de base, oui, il faut bien le décrire pour qu'on comprenne bien à quoi ça correspond. Après, tout ce qui est détail, surtout pas. T'imagines, tu commences et on t'explique tout Pathfinder? Non, tout Donjon et Dragon? Quelle horreur! Quoi, vous avez pas envie de faire une session de 4 heures pour qu'on décortique le livre de règles? Ça avait l'air d'être Rollmaster. tellement fun pourtant. Rollmaster. Ars Magica. C'est ce qu'on a fait sur Rollmaster. Ben, je pense que, un petit peu comme l'ont dit Philo et Nico, il faut que les règles présentées lors de la session 0 soient les règles qui sont le plus relatives à la création du personnage et aux mécaniques de base que vont utiliser les joueurs lors de leurs aventures. Pour tout ce qui va être règles un petit peu poussées ou règles optionnelles, notamment pour les règles de combat, personnellement, en général, j'imprime ou je fournis les PDF à mes joueurs sur les règles de combat. Je leur dis voilà, les règles de combat, bon, il y a des postures, il y a des si un peu plus compliqués, un peu plus importants. C'est quand même pas mal de les connaître parce que ça peut apporter des bonus, mais je vais pas me mettre à dire voilà, il y a 50. Mais c'est pas postures juste parce que t'as la flemme et que tu les as pas lus? Non, c'est surtout parce que quand tu as un bouquin qui a 50 postures, ça peut être chiant à gérer et à se souvenir. Et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge à ce niveau-là, voilà. Mais oui, il faut qu'une partie des mécaniques de jeu soit abordée lors de la session 0. Mais j'ai envie de dire pratiquement toutes les règles relatives à la création du perso et quelques règles supplémentaires qui seront utiles. Voilà, quelques mécaniques supplémentaires qui seront utilisées genre 80% du temps. Et sinon, ben tiens, tu vas t'acheter le livre du joueur de l'appel de Cthulhu et puis tu m'embêtes pas plus. Voilà. J'ai aucune idée Pour du l'appel de système de combat de l'appel de Cthulhu, alors pourtant je le maîtrise depuis bien trop longtemps. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pages dessus, hein. Il a l'air d'être vraiment très très chiadé. Hein. Et c'est pour ça que les maîtres jeux de l'appel de Cthulhu ont un écran avec des petits tableaux dessus. Non, mais il y a plus simple, c'est vous croisez un monstre, vous crevez et on s'emmerde pas avec tout le chapitre. Quoi. Du coup, monsieur Thomas, toi qui maîtrises un jeu dans lequel on peut mourir lors de la création de personnages, à quel point c'est important les règles? Ben, globalement, je suis plutôt d'accord avec ce qui s'est dit précédemment. En fait, c'est comme pour la question de l'univers, il faut donner suffisamment d'informations aux joueurs pour qu'ils puissent se plonger dans l'univers et justement, comme c'était si justement dit, pouvoir retranscrire les informations mécaniques sur la fiche de personnage parce que ça représente un... Oui, enfin, en gros, il faut donner suffisamment d'informations sans noyer les joueurs. Ça vaut pour l'univers, ça vaut pour les mécaniques. Ah ben, j'ai pas énormément à rajouter. Je suis très d'accord avec Pierre, et c'est même quelque chose que je commence à faire moi-même, que j'essaie de rédiger des fiches de combat avec un rassemblement des règles. Pendant la session 0, je préfère me pencher un peu sur les intentions des joueurs, ou plus sur du background, si nécessaire. Alors je préfère passer aussi peu de temps sur les règles possibles, puisque de toute façon, quand je commence une campagne avec des joueurs qui n'ont pas joué à un système, j'essaye de leur faire un peu un système tuto, où en fait je mène un petit peu leur action juste pour la première session. Mais ça, c'est dans la première session, c'est pas dans la session 0, alors je sais pas, je penche sur les règles les plus importantes du système. Bien sûr, tout peut dépendre des joueurs. Est-ce que monsieur Adrien a quelque chose à ajouter du coup? Non. Je trouve que les Merci, experts sont monsieur très Adrien. experts aujourd'hui. Voilà. Ouais. Non, ouais, je vais répéter. Voilà, faut donner les bases. C'était tout pour moi. Alors moi je vais quand même en profiter, je vais rajouter un truc.
il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il faut s'arrêter. Quand on est sur un jeu qui a une grosse licence et que le maître de jeu le maîtrise depuis longtemps, généralement on a quelques règles maison et ça peut être bien de les expliquer parce que ça peut déstabiliser d'autres joueurs qui sont habitués à jouer à ce jeu, mais que ah ouais non mais moi je fais ça comme ça et puis c'est voilà. Alors étant MJ débutante depuis 9 ans, c'est vrai que pour moi le concept des mécaniques du jeu a toujours été horrible. Les règles, tout ça, c'est vraiment terrible. Mais je pense que depuis quelques temps, je pense que si je dois encore une fois me jeter sur un univers, commencer une campagne depuis le début, je pense que peut-être l'idée ce serait de faire une fiche mémo, une fiche récapitulative avec, je crois que ça a été un petit peu évoqué, mais justement avec vraiment tout ce qu'il faut savoir de ça bien, et comme ça au moins, s'il y a un doute, que ça soit pour le MJ ou pour le joueur, pouvoir s'y référer en partie. Peut-être effectivement dans la session 0 pouvoir expliquer tout simplement, il y a juste à lire, finalement ça peut passer beaucoup plus vite comme ça. Parce que pas tous les jeux ne donnent un écran, on n'a pas tous les moyens de se payer l'écran, on n'a pas tous les moyens d'acheter le kit de jeu avec le récap et tout ça et les fiches imprimées en plastique. Oui, tais-toi. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est tout simple aussi. Il faut juste repérer ce qui nous intéresse effectivement dans les règles, parce qu'on va pas prendre toutes les règles, comme ça a été dit. Putain, il y en a trop. Des fois, c'est insupportable. On joue plus à ce moment-là. C'est plus du jeu. C'est des maths. Voilà. J'aime les maths. Ouais, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, j'ai l'impression. Je pense qu'on peut faire un vote à main levée avec ceux qui ont la caméra. On est plutôt bon dans ceux qui aiment les maths. Hein. Donc voilà, tout le monde aime les maths, tout le monde a levé la main, c'était bien ce qu'on avait dit. Les Français ont voté, ils aiment les maths. Le système fonctionne. Quel est le point le plus important pour toi lors d'une session 0 ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment ne pas louper ? L'immersion. Moi, je suis très axée sur l'immersion, mais je trouve que l'immersion, c'est vachement important. On essaye le jeu de rôle, a priori, c'est vraiment changer d'univers. C'est se laisser porter dans un monde avec de nouvelles règles, avec de nouvelles histoires. Et donc, je trouve que vraiment, le point important, c'est l'immersion. Et dans la description, quand on fait justement une session 0, très difficile de rester dans l'immersion en expliquant les règles, la mécanique de jeu justement et comment ça va se passer. C'est très difficile et pourtant je pense que c'est l'immersion qui doit primer avant tout parce que c'est le passage du monde réel à un monde imaginaire et avec plein de nouvelles histoires. Et donc ouais, moi je dirais que c'est l'immersion qu'il faut vraiment pas louper. Ce qu'il faut pas oublier, c'est tout ce qui est à côté de l'univers, c'est vraiment la note d'intention. La note d'intention, c'est des choses du genre vous jouez des personnages qui sont des héros, des gens chevaleresques. Voilà, ça peut éviter que les joueurs en fait s'imaginent de mauvaises choses par rapport à leur personnage. Enfin, s'imaginent pouvoir créer tel type de personnage alors que le jeu ou la campagne n'appelle pas à ce type de personnage. Et ça permet, il faut également préciser quelles sont certaines thématiques, veiller à ce que si c'est un jeu qui est sombre et qui peut être violent et qui peut aborder des thèmes assez durs, c'est quand même mieux de le dire pour que les joueurs sachent à quoi s'en tenir et puissent manifester s'il y a des problèmes liés à ça à prendre en compte. Voilà, et si on joue un jeu dans lequel on joue des personnages qui au début sont des gens sans grand pouvoir, qui sont vraiment des personnages débutants, ou des super-héros par exemple, des super-héros débutants avec des faibles pouvoirs, il faut bien exposer ce contexte pour ne pas que un joueur s'imagine à la création de personnages faire un Superman ou un... Voilà, il faut qu'il prenne en compte que c'est un personnage débutant qui va pas pouvoir faire grand chose au début. Nico, toi,
quel est ton avis? Quel est le point le plus important pour présenter un jeu? Surtout que je pense que tu as un petit peu plus l'habitude de présenter régulièrement un jeu à des gens qui ne le connaissent pas. Qui a été dit avant, déjà c'est important. Du coup, faut faire un bon teasing parce que c'est sûr que si tu vends pas avec du rythme le jeu à mettre les grands points et un peu de fulgurance, les gens ça les intéresse pas forcément. D'autant plus quand ils sont habitués déjà au jeu de rôle. C'est moins le cas avec des gens qui ont jamais joué parce que souvent ils viennent pour découvrir et vraiment voir ce que c'est. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois qu'il n'y a rien de plus pour moi à rajouter dessus, parce que du coup, que dire d'autre? Je ne sais pas. Les deux grands points, ils ont été abordés, donc je ne peux pas vous en dire plus. Décidément, on a un panel d'experts vraiment très très experts ce soir. Est-ce que Monsieur Pierre a quelque chose à nous rajouter? À titre personnel, je vais plus avoir tendance à présenter, à essayer de retranscrire au plus l'univers dans lequel, dans lequel les joueurs vont être amenés à évoluer, parce que c'est quelque chose qui est important, surtout dans le cas d'une session 0. Quand on est dans une session 0, on peut encore se permettre de dire finalement, je m'attendais à autre chose, je ne vais peut-être pas venir sur la campagne ou sur la campagne, parce qu'en général, les sessions 0, c'est plus pour les campagnes. Je préfère bourrer à mort sur la présentation de l'univers, histoire d'être sûr que les joueurs qui seront là vont y accrocher, parce que je pense qu'il est plus facile de s'adapter à un système que de s'adapter à un univers. Voilà, personnellement, je n'aime pas le système D&D. Pourtant, je suis sur une campagne l'anneau unique que j'adore. J'aime beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux, mais je suis contraint, pour y jouer, de jouer sur le système D&D. Donc je me fais un peu violence, mais typiquement, demain, on me propose de jouer à un univers que je n'apprécie pas avec un système que j'apprécie, et j'y jouerai pas. Je pense que l'univers dans une session 0 est le plus important. Ben, pour moi, le plus important dans une session 0, c'est que, en fait, le maître de jeu a une intention dans la manière dont il veut présenter l'univers qu'il a. Il a une ambiance qu'il veut retranscrire et les joueurs veulent jouer dans une certaine ambiance. Et ce qui est important pour moi, c'est que les deux visions correspondent. Bah, Pour c'était pouvoir jouer à le peu plus près longtemps le possible. point que j'allais nommer, que je disais moi vraiment le truc important c'est mon jeu permet de faire ça, moi j'aimerais vous proposer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a pas mal de jeux dans lesquels tu peux le jouer avec plusieurs ambiances différentes. Donc, tu prends Cthulhu, comme tu l'as si justement dit dans ta vidéo de présentation, tu peux le jouer de manière pulp, hein, tu peux le jouer de manière vraiment horrifique, hein, tu peux le jouer un petit peu dans plein de nuances entre les deux. Et faut voir si cette vision correspond à ce que veulent jouer les joueurs. Mais enfin, je pense qu'on peut expliquer ça par rapport au genre stylistique qu'on peut avoir dans le cinéma, par exemple. On peut dire ça sera plutôt très horreur et quelqu'un qui aime pas spécialement l'horreur dira ben, cette campagne c'est pas pour moi ou préférerais quelque chose de plus léger. Enfin, pour moi, c'est que les joueurs et le maître de jeu s'accordent bien sur ce qu'ils veulent créer ensemble comme histoire. Largement, ça serait de les mettre dans l'ambiance de l'univers. Je veux vraiment immédiatement que mes joueurs se sentent pris par l'univers et qu'ils aient envie, au lieu d'être une force opposée, ben, leur proposer mon univers de façon parce que très souvent, soit je travaille avec... soit dans les deux campagnes que je fais activement maintenant, je fais un univers qui est très bien connu et très bien établi de Tolkien, et un univers que je crée moi-même. Mais dans les deux cas, ma priorité dans la première session reste la même, et c'est de donner envie à mes joueurs de grandir dans cet univers et de s'y intéresser. Pas de simplement « Ah, voilà, ce mec, c'est un méchant empereur, et voilà ». Et au lieu de s'intéresser, pourquoi est-ce qu'il fait ça?
qu'est-ce qui l'intéresse de les intéresser plus dans les règles de mon univers. Comme l'a dit Thomas, d'établir avec eux bientôt ce que sont les priorités du joueur et du MJ. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui veut partir à l'aventure et qui veut juste voyager sans arrêt, je lui demanderai pas de rejoindre une campagne de l'anneau, parce que c'est une campagne où on est très politique, on reste très statique, oui. Et on ne fait pas énormément d'aventures, mais s'il y a des joueurs à qui ça plaît, eh bien ça peut être très bien. Mais il faut vraiment établir ça bien au début de la campagne. Non, mais on commence tous à parler des prémices du contrat de jeu et tout ça. Je pense que ce qui est important quand on présente un jeu à des joueurs, c'est d'être plutôt clair sur ce que nous, on a envie de leur faire jouer. Parce que dans les 3/4 des cas, faut pas non plus se leurrer. C'est quand même le MJ qui se tape le gros du boulot. Et si on a envie de faire une campagne qui est hyper politique, ça devrait juste pas se négocier et être posé comme un acquis, quoi. Si après on est plus flex, oui, on va commencer à avoir les envies de chacun. Mais c'est bien aussi en tant qu'MJ d'être pour une fois vraiment le seul grand décisionnaire du truc et expliquer que voilà, tel jeu, je préférais le jouer comme ça. Pour prendre un exemple simple, moi, quand je fais jouer l'Empire des Cerisiers, je le pose en postulat de base. Vous êtes un peu des blaireaux. Vous n'êtes pas des grands samouraïs reluisants d'honneur et tout ça. Et vous êtes des agents qui viennent tous de tel endroit et ainsi de suite. Je pense que c'est clair et ça permet de poser le cadre aussi dans lequel on a envie de faire évoluer la partie, la campagne et ainsi de suite. De façon à pas prendre au dépourvu les joueurs, tout simplement. Lorsqu'on commence une campagne, cette fois-ci, donc on n'est plus dans le cadre de la présentation d'un jeu, mais vraiment dans le cadre d'une campagne, Monsieur Damien, est-ce que tu penses que le groupe a besoin d'être équilibré pour que la campagne puisse durer ? Bon, ça va dépendre des jeux, parce qu'il y en a où c'est... je dirais sur la plupart, oui. Essayer d'avoir un équilibre, ne serait-ce en fait dans l'optique du temps de jeu de chacun. Hein, que la campagne ne soit pas centrée sur un personnage, sans forcément une notion d'équilibrage statistique. Après, il y a certains jeux qu'on peut se jouer à différents niveaux et avec un personnage plus puissant qui est censé être plus puissant qu'un autre. Ça, j'ai pas vraiment d'exemple qui viennent en tête, mais... Bon, je dirais par exemple on a Meute où on a un alpha. J'ai malheureusement jamais joué à Meute. Ouais, mais là c'est... Parce que dans ta session 0, tu as mal expliqué du coup, la mécanique de l'alpha. T'as un alpha qui est chef de meute en fait, mais tu peux être amené à le défier en fonction des agissements de cette personne-là, et c'est ça qui garantit aussi pour le coup l'équilibre par le jeu et par le roleplay, je pense, de la meute. Non, mais parce que tu vois, on pensait lancer une campagne de meute, mais pendant le confinement, alors du coup, ils peuvent pas sortir pour libérer le loup et... Ouais. Qui va masteriser la campagne de meute? Alors pareil, on a dépensé à un vampire pendant le confinement. C'est compliqué. Ça serait tellement énorme comme scénario, n'empêche. Impossible. Non, mais on a la vraie cherché, c'est question, impossible. c'est qui masterise meute? J'ai le livre, alors je peux l'envisager. Non, mais c'est qui va faire la campagne si vous voulez faire une campagne? Ah, mais c'était pas prévu en fait. Vous causez comme ça. C'est fini là, on prend un petit thé, un pastis. Et le truc le plus important finalement, c'est de jouer à meute. Et puis voilà. Le groupe a-t-il besoin d'être équilibré pour faire perdurer une campagne? J'en suis persuadée. Je pense que au contraire même. Et d'ailleurs, on devrait communiquer aussi un peu sur ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de rôle de répétition.
je pense que c'est possible que tout le monde, tous ceux de la table, tous les joueurs puissent avoir un rôle qui lui plaît, enfin, qui leur plaise, et à la fois différent. Et c'est bien la diversité, parce que en vrai, si c'est un jeu axé sur le combat et qu'on a que des diplomates, c'est un peu compliqué et ça s'est produit. Donc voilà, un vampire, merci, tous des diplomates, génial. Première scène combat, génial, tous planqués sous la voiture. C'était très courageux. C'était une grande voiture. Oui, oui, c'est une grosse voiture, oui. C'était une Moi, limousine j'étais parce derrière qu'on la était tous poubelle. blindés Je me et suis pas tous planqué dans la voiture. grande Enfin, gueule. Donc pas à oui, la fin. ouais. Mais en Et tout un peu cas, au non, début, je pense quand même. qu'il faut des rôles variés. C'est peut-être un peu trop MMO, ce que je vais dire, mais je pense que vraiment pour une bonne équipe, il faut quand même qu'il y ait des rôles définis qui soient assez, voilà, voilà, je pense que oui, il faut à la fois quelqu'un de diplomate, mais il faut aussi un gros bras, il faut aussi quelqu'un qui ait du fric, il faut aussi quelqu'un qui ait des contacts, et on peut pas tout faire. Et si on essaye de tout faire, et ben ça fait médiocre dans tout en fait. Donc je dis pas non plus qu'il faut opti, mais il faut quand même qu'il y ait un équilibre, ouais, dans le groupe. Ça permet à ça un groupe, c'est de faire un équilibre justement et d'être fort dans plein de domaines, tous ensemble. L'union fait la force. Et voilà. Mais est-ce que du coup tu extrapolerais en dehors des capacités au niveau des caractères des personnages? Oui. Alors non, pas les caractères. Là, par contre, au niveau des caractères, je pense que les joueurs doivent se sentir à l'aise. Et des fois, il y a des rôles qui sont vraiment très difficiles d'interprétation pour certaines personnes. Donc non, ça, je pense que ça doit rester libre. Mais je parle plutôt au niveau des professions, au niveau des compétences, des connaissances aussi. Je pense que ça, par contre, ça doit être assez réparti, voilà, dans le groupe et que il n'y ait pas de doublons trop, parce qu'au final, après, dans une situation, si deux joueurs ont les mêmes personnages au niveau des compétences et des caracs, quand ils vont vouloir justement faire ça, ils vont se mettre à deux, alors qu'au final, c'était peut-être pour un joueur. Et enfin, je sais pas, j'arrive peut-être pas très bien à m'exprimer sur le sujet, mais je pense que oui, c'est important qu'en fait chacun ait son rôle, parce que comme ça, à un moment donné, dans tous les cas, il brillera. Mais enfin, voilà. Moi, je dirais que c'est important. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Alors, j'aurais tendance à dire que dans l'absolu, il n'y a pas forcément besoin que le groupe soit équilibré. Après, ça va énormément dépendre des jeux. Et, et je dis ça, d'un autre côté, les quelques parties que j'ai maîtrisées de Doctor Who, j'ai jamais réussi à me résoudre à ce que l'un des joueurs incarne le Docteur, parce que dans ma tête, ce serait vraiment trop déséquilibré et ça gâcherait une partie du plaisir de jeu des autres. Ça va dépendre du jeu. Si on a un jeu dans lequel on s'attend à ce que il y ait des combats, enfin que le jeu ait une grosse composante de combat à la Donjons et Dragons, bah là c'est important que les joueurs puissent participer au combat et qu'il y ait une polyvalence du groupe de manière à mener les choses le mieux possible. Mais c'est presque la composante wargame du jeu de rôle. Si on fait un jeu qui est basé vraiment sur les émotions, sur le roleplay plus que sur la mécanique, et s'il y a aussi une certaine liberté sur la manière dont les embûches doivent être franchies, eh bien, dans ce cas-là, le mieux, c'est que les joueurs créent vraiment des personnages qui leur correspondent. Et tant pis si le groupe n'est pas équilibré, ce sera aux joueurs de trouver la bonne façon, enfin, la façon la plus en adéquation avec le groupe qu'ils auront créé d'avancer dans les scénarios et de franchir les embûches. Je dirais non, pas du tout. Du coup, sur l'équilibre, alors des caractéristiques, oui. Surtout dans certains jeux, il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage. Mais par contre, au niveau de... En fait, ce qui m'embête, c'est que ça force encore une fois les gens à jouer quelque chose, les mettre dans une case, les mettre dans un rôle. Alors, on a déjà un guerrier, tu ne peux pas jouer un guerrier, il faut que tu joues un diplomate, tout ça. Et ça, je déteste ça. Je trouve que c'est une frustration pour les joueurs.
Et la plupart du... Alors, je dis pas que tout le monde, hein, mais la plupart du temps, c'est parce que les MJ savent pas se réadapter qu'ils font ça. Parce que n'importe quelle situation, tu peux la réadapter, peu importe les joueurs que tu as et le groupe de joueurs que tu as, ils peuvent être complètement pareils. Entre guillemets, on n'est jamais pareil, il y a toujours un peu des détails. Et tu peux avoir une équipe que de guerriers. C'est d'autant plus rigolo en plus d'avoir des situations. C'est une expérience qui est particulière. Tu as une scène de diplomatie et les types, finalement, ils ont fait que des guerriers. Ça va être des moments uniques que tu passes. Et vice-versa, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, les vampires quand même qui se cachent sous la voiture. Enfin, c'est quand même une expérience, t'as pas dû le faire tous les jours, tu vois, c'est des trucs particuliers. Je pense que c'est important à laisser la liberté en fait aux joueurs pour avoir ce genre d'expérience qui sort un peu du cadre, quoi, de le guerrier, le prêtre, le diplomate, le truc. Alors, je vais répondre un petit peu doublement. Ça va dépendre du jeu, ça va dépendre du MJ. Typiquement, un jeu qui est un peu orienté wargame, un peu orienté combat, nécessite un équilibrage. Je me vois mal faire du Donjons et Dragons ou du Warhammer sans la trinité archer, guerrier, mage. Je me vois mal personnellement faire des combats sans avoir derrière le mage ou le prêtre qui va aider. Cependant, comme je dis, ça dépend du jeu, ça dépend du MJ. Parce qu'il y a des jeux où on peut très bien s'en passer, mais il faut dans ce cas que le MJ soit apte à permettre à ce que certaines actions puissent être résolues sans pour autant obliger le combat. Il faut pour cela qu'il y ait des solutions alternatives à la résolution des actions, à la résolution de l'intrigue. Donc, s'il faut que l'équipe soit équilibrée, ça dépend du jeu, ça dépend du MJ. Je pense que en one shot, c'est pas du tout obligatoire, mais en campagne à vraiment long terme, je pense que c'est quand même plus pertinent. Eh bien, je serais plus d'accord avec Nico. Franchement, je trouve que c'est vraiment au MJ de répondre aux décisions de la partie. Autant que moi, personnellement, je préférerais peut-être avoir une partie avec un peu plus de variation si j'ai 4 joueurs qui décident tous qu'ils veulent jouer une classe en particulier. Ça ne m'embête vraiment pas d'adapter ma partie pour ça. Alors bien sûr, comme l'a dit Pierre, c'est difficile d'imaginer une situation de combat réaliste où on peut se battre contre des ennemis qui ont des archers, qui ont des mages, sans le support d'archers et mages. Mais dans ce cas, il y a des solutions en tant que MJ. La partie peut avoir des alliés, il peut y avoir des inconvénients de l'environnement, un grand vent par exemple qui souffle, qui bloque les flèches. Ceci aussi serait un inconvénient pour la partie. Mais de toute façon, je trouve que c'est toujours au MJ d'essayer de s'adapter à la partie que veulent faire les joueurs. La variation, ça a ses atouts, énormément d'atouts, et c'est quelque chose que personnellement je préfère énormément. Mais si mes joueurs décident qu'ils veulent tous devenir des paladins et que je vais diriger une partie avec seulement des paladins dans ma partie, franchement, je trouve qu'il y a des bonnes possibilités et ça pourrait être intéressant. Mais on peut même dire que c'est intéressant étant donné qu'on a quelqu'un qui maîtrise une campagne depuis déjà 2 ans avec que des paladins à sa table de Donjons et Dragons. Exactement, c'est à qui je pensais. Donc, comme quoi, effectivement, ça ouvre des possibilités de jeu et permet de sortir facilement des sentiers battus au final. Après, ce groupe aussi est équilibré au sens où c'est pas des paladins purs et durs loyalement. Ils ont tous plus ou moins leur spécialité. Il y en a qui sont plus forts, d'autres qui sont plus beaux parleurs, etc. Bien sûr, et ça c'est un autre moyen d'avoir une solution à ce problème d'avoir trop de personnes d'une classe.
Par exemple, je ne veux pas trop faire de référence, mais par exemple, le personnage de Pierre dans notre campagne à nous, il est C'est moi. classé, euh, Lequel? il est classé barbare. Son personnage est classé barbare, mais à fur et à mesure, avec le cours de la partie, il réoriente énormément son personnage. Alors, je trouve, et c'est une solution dans Donjons et Dragons que j'apprécie énormément, le multiclassage. Je sais que ça existe dans énormément d'autres jeux aussi, mais dans ce cas spécialement, c'était. Et ça peut donner plus de variations. Alors, je trouve que l'équilibre de la partie est quelque chose de très fluide et c'est au MJ surtout de ménager ça. À moins que, bien sûr, ça embête les joueurs que le MJ ménage autant la partie et force autant ça, mais dans ce cas, c'est à eux de changer leur personnage. Après, Alors, j'ai également entendu parler que Nico maîtrisait régulièrement un jeu où tout le monde jouait mage. Donc, je sais pas si c'est jouable. Il faudra peut-être 2-3 retours là-dessus, je ne sais plus. Après, nous, notre construction, elle est faite sur cette idée-là. Donc, Oui, c'est vrai. Après, pour parler des apprentis sorciers, c'est un peu plus conceptuel. Donc, sachant que peut-on vraiment dire que les sorciers sont des mages? Je sais pas, déjà, il y non, a c'est quand des même sorciers. tellement de polyvalence. Il y a tellement de polyvalence dans les possibilités qu'ont les personnages. Si un sorcier a envie d'aller se battre à l'épée ou à la masse, il peut. S'il a envie d'invoquer un arc et d'être archer, il peut. Il veut faire du soin, il veut faire des dégâts, il veut faire de l'envoûtement. C'est le joueur qui va forger la classe de son personnage avec un maximum de liberté. On est limite sur de la création de personnages permanente dans ce jeu. oui, c'est vrai. Il y a une partie comme ça. C'est beau ce que vous dites. En plus, ça rebondit vachement bien sur Non, ce qu'a mais dit je trouve- Liam avec je trouve l'évolution ça- des personnages. C'est cool. Je trouve ça hyper intéressant parce que là, on se retrouve avec une discussion, avec un double débat, enfin avec deux gros points de vue en tout cas. Il y a un point de vue qui est faussement old school, qui dit voilà, dans Donjons et Dragons, il y a des classes, bah on va faire des classes et puis pour jouer, il faut qu'il y ait un archer, un mage et un guerrier. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de heal. Donc, s'il n'y a personne pour soigner, avant le niveau 3, tout le monde est mort. Et c'est intéressant parce que cette image du truc bloqué, en fait, ça vient beaucoup plus du MMO et du jeu vidéo que du jeu de rôle, parce que le biclassage est arrivé très vite dans l'histoire du jeu de rôle. Et le fait de pouvoir faire évoluer son personnage et de faire prendre son sorcier niveau 3, 4, 5, bon, Donjons et Dragons, sorcier à partir du niveau 3-4, il devient intéressant. Et à partir du niveau 3-4, on peut commencer à avoir, grâce à certains sorts, un sorcier qui se tape à l'épée, un sorcier qui sera beaucoup plus offensif. Comme disent la plupart des vieux joueurs, le sorcier au début, il est là pour porter les valises, puis après c'est toi qui portes ses valises. Et je pense que cette vision de l'équilibre, c'est un faux problème. Comme disait Nico, ça enferme les gens dans des cases et en fait ça permet de rassurer tout le monde et de faire une stabilité. L'équilibre d'une table, je pense qu'elle dépend surtout des joueurs et des MJ, parce que ce qui est vraiment intéressant dans une table, c'est de jouer, et pas tant de savoir si on a tout le monde qui tape fort ou pas, c'est que tout le monde s'amuse. Et je pense qu'au-delà de l'équilibre en jeu chiffré sur les capacités, il faut déjà se concentrer bien sur l'équilibre entre les joueurs et le temps de parole. Ça, c'est le MJ grand arbitre qui va gérer ça. Et après, les joueurs peuvent aussi se faire un peu de courtoisie. Mais dans l'absolu, avoir 15 guerriers, enfin avoir 5 guerriers autour d'une table, ça n'empêchera pas d'en avoir un soit qui se biclasse parce qu'ils se rendent compte que voilà, le scénar et la campagne tels qu'ils l'ont voulu, il va falloir plusieurs compétences autres. Et dans ce cas-là, ils se biclassent. Et dans quasiment tous les jeux à l'heure actuelle, même depuis le début en fait, il y a cette possibilité de biclasser. À part peut-être dans un, mais après on va dire que je tape tout le temps sur Knight, donc je vais pas parler de Knight.
Et voilà, et en fait, il y a toujours eu des mini-maxeurs, donc eux, forcément, à la table, ils vont directement réfléchir stratégie et choisir quel type de personnage faut jouer, dans quelle configuration. Mais on se retrouve avec des joueurs qui sont beaucoup moins RP, et il y a quand même qui sont beaucoup plus statistiques et lancer de dés, ce qui n'est pas un mal en soi. Et il va y avoir des joueurs beaucoup plus RP, où en fin de compte, ben, si on part sur une campagne roleplay, je pense que au vu de la plupart des MJ qui sont dans cette discussion, si le palouf qui est censé être un gros débile sort sur un malentendu une super tirade diplomatique, les trois quarts des gens qui sont dans cette vidéo lui font même pas lancer les dés. Donc l'équilibre il se trouve surtout en méta, je pense. Et donc le fait que ce soit équilibré ou pas, je pense que c'est plus une préoccupation hors jeu que en jeu. Et donc en jeu, oui, il peut y avoir des déséquilibres de partout. Et ça peut donner des situations très intéressantes avec le grand guerrier qui se retrouve qui voit son collègue mourir et du coup l'autre joueur décide de faire un écuyer. Et du coup avoir le grand guerrier qui va former l'écuyer et qui va, par exemple, l'envoyer au combat contre un loup et au moment où le gars il commence un peu à galérer, se faire sauver. Et là, c'est au MJ de commencer à rééquilibrer au niveau des XP pour que l'écuyer puisse arriver au même niveau si on est sur un jeu très chiffré. Sinon, je pense que d'un point de vue RP, ça peut se jouer sans problème le déséquilibre et ça peut même créer, comme le disait Nico, des situations très intéressantes. Selon toi, sur quel point les joueurs doivent-ils se mettre d'accord au lancement d'une campagne? Et éventuellement le MJ aussi. Donc est-ce qu'il y a vraiment un point qui est important que tout le monde se mette d'accord avant de se lancer? Ouais, je pense bah déjà borner un peu les limites classiques. Je vais parler par rapport à Little Fears, comme d'habitude. Par rapport à Little Fear, c'est intéressant. Bon, après, moi, je le fais souvent en partie parce que je fais des one-shots, mais borner le niveau de violence psychologique ou physique qui peut atteindre les personnages, de façon à éviter les gros malaises autour de la table. Et après, comme ça a été dit en début, l'ambiance générale de la partie. Ceux qui veulent faire un truc un peu plus cartoon, un peu plus réaliste. Et une fois qu'un peu tout le monde s'est mis d'accord là-dessus, ça roule tout seul. L'important, c'est de savoir qui ramène les pizzas. Oui. C'est pas faux. Sinon, Enfin les vrais sujets. Merci de te proposer, Damien. comme ça a été dit, jusqu'où vous pouvez aller, se mettre d'accord sur, on avait évoqué avant, sur le contexte de la partie, si on veut une partie sérieuse, je déconne, sur le rythme de la partie, est-ce qu'on veut que ça soit au moins une fois par mois ou plutôt une fois par semaine? Combien de temps on suppose que ça va durer? Ça va durer des années ou ça va durer 3 mois? Bah, j'allais aussi parler effectivement de où, quand, combien de fois par mois. Voilà, c'est des questions, je pense, qui sont importantes, surtout dans le cadre d'une campagne. Surtout si elle est censée vraiment s'étaler, peut-être même sur plusieurs années. C'est vachement important. Et parce que du coup, il faut les mêmes joueurs. Donc, il faut que tout le monde soit disponible au même instant, au même moment. Et puisse se déplacer aussi. Donc voilà, c'est ça qui est important aussi. Peut-être ça paraît un peu moins terre à terre, mais sinon aussi peut-être effectivement faire, je sais pas, moi je l'ai jamais fait une flash comme ça, mais peut-être aussi peut-être des rappels, des choses à pas dépasser, peut-être des blagues à pas faire, peut-être si on sait que deux joueurs sont enfin vont probablement se foutre l'un sur l'autre, peut-être établir avant, je sais pas, quelque chose du style, les gars, on est tous des potes et on est tous là pour s'amuser, donc on y va mollo et éviter le drama. Peut-être, ça pourrait être, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense surtout que le plus important, c'est où, quand, combien de fois. Eh ben, la pizza doit être sans fromage. Évidemment. Alors,
sur quel point les joueurs doivent se mettre d'accord, je dirais que il y a l'accord général sur le ton de la partie, sur la note d'intention de la partie, et le fait que les joueurs doivent être sur la même longueur d'onde que le MJ pour que la sauce puisse prendre. En ce qui concerne les joueurs entre eux, je dirais qu'il faut que les joueurs soient, dans leur création de personnages, que les joueurs soient aussi attentifs à ce que font les autres joueurs, parce qu'il faut pas oublier qu'on crée un personnage, mais on crée aussi un groupe. Et ce qui est intéressant, assez souvent, c'est pas le personnage en lui-même, mais c'est les interactions, la dynamique au sein du groupe. Et c'est pour ça que il faut être attentif à ce que les autres joueurs vont apporter, de manière à pouvoir à ce que les violences s'accordent et que le groupe fonctionne bien. Quand je dis le groupe fonctionne bien, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord sur tout, mais ça veut dire que des personnages peuvent être en désaccord, mais il faut que ça apporte du jeu et pas que ça enferme. Je vais vous étonner, mais assez souvent, je joue des personnages qui sont vertueux et qui sont des gentils, des vrais gentils. Et ça m'est arrivé de me retrouver au sein d'un groupe où j'ai découvert, après le début de la partie, que les autres joueurs avaient plutôt en tête de jouer des ordures et des gros salopards et de faire des sales trucs. Alors ça m'est arrivé de trouver des artifices pour justifier que mon personnage reste quand même au sein du groupe, malgré tout, et donc de pouvoir continuer à jouer, mais ça m'est arrivé à au moins 2 reprises où non, mon personnage n'avait... je voyais pas quelle place le personnage pouvait prendre, et je voyais pas comment pouvoir continuer à les jouer d'une manière qui me satisfasse dans ce contexte. Parce que c'est normal qu'il y ait qu'il y ait des que l'on s'accommode et qu'il y ait une part de négociation, mais il y a certains moments où la négociation, c'est juste plus possible. Des éléments du personnage sur lesquels on ne peut pas revenir, parce que c'est vraiment au centre de ce qui fait le personnage. Trouver en fait le lien avec les autres personnages et la manière dont nos réactions, qui peuvent être très différentes aux situations, vont faire progresser la partie, vont faire progresser l'intrigue et vont donner quelque chose d'intéressant et de cohérent et de viable. Parce qu'il y a, en réalité, la seule chose pour moi qui est importante, c'est le contrat liberté de jeu et pas n'importe quoi. Si à partir de ce moment-là, ça c'est respecté, je pense que si je joue avec des gens qui sont assez ouverts et assez intelligents pour comprendre où vont les personnages et où vont les autres. C'est-à-dire que ça se fait en jeu, on le fait pas. Depuis que je joue, on s'est jamais dit on fait ça et ça va être sérieux comme ça, ou enfin, on en revient toujours à cette forme de cadre un peu fixé. Pareil pour les campagnes, tu vois, nous quand on joue, de notre côté, on a des grands traits de campagne, mais c'est pas grave. Tu vois, s'il y a un truc qui saute, il y a un truc que tu peux réemboîter plus tard. Moi, j'ai toujours joué. Donc, le seul truc qui est important vraiment pour moi, c'est vraiment respecter le contrat, de pas faire n'importe quoi, parce que pas faire du sabotage en fait, et que ça soit de la part du MJ, parce que le MJ peut saboter aussi ses joueurs. Genre par frustration, comme on disait la dernière fois, non, tu fais pas ça, ah non, ça c'est pas marqué, ah non. Donc sortir un peu sortie de ça, après, je pense que tout va bien. Alors du coup, je vais en profiter, je vais rajouter moi quelque chose, un truc qui peut être intéressant si on part vraiment sur une campagne de longue haleine, mais généralement sur un univers qui est un peu complexe, je pense à du 5 anneaux ou des trucs comme ça. Ça peut être bien d'avoir
un joueur qui prenne les notes pour la table, et ça peut être bien aussi qu'on se mette d'accord sur un support pour ces notes, par exemple avoir des notes en ligne que tout le monde peut retoucher, etc. C'est quelque chose qui permet généralement sur le long terme d'aider pas mal, parce que quand on part sur un an de campagne, autant on a voulu faire une session par semaine et ça marchait très bien les deux premiers mois, mais après c'est la galère. Donc avoir toujours cette trace écrite, je pense que si on veut vraiment partir sur quelque chose de très chiadé, c'est bien d'y penser avant et de l'établir dès le début, au lieu de faire on verra bien. À ton avis, donc selon ton goût et ton expérience personnelle, est-ce que le MJ doit adapter la campagne à ses joueurs, ou est-ce que les joueurs doivent s'adapter à la campagne du MJ ? Ça peut beaucoup dépendre de l'intention de la campagne. C'est sûr, si c'est une campagne qui a été proposée avec un but ou qui a des règles qui sont un peu plus strictes, je trouve que de temps en temps, les joueurs devraient essayer de savoir un petit peu quand s'arrêter pour ne pas trop causer de cauchemar à leur MJ. Mais en même temps, je trouve que la chose la plus merveilleuse du roleplay et la chose merveilleuse d'être un MJ est de pouvoir adapter l'univers complètement aux besoins et aux désirs des joueurs. Dans certains univers et avec certaines règles, ça peut être un peu moins possible. Mais c'est sûr que si un MJ a une possibilité ou un moyen de faciliter une bonne idée d'un joueur qui pourrait même peut-être dérailler la campagne, je trouve que le MJ devrait faire tout son possible pour laisser toute la liberté à ses joueurs, en comptant dans tout ça les conséquences. Alors, j'ai déjà dit ça précédemment dans un autre atelier, mais si par exemple les joueurs décident d'ouvrir une taverne et que la campagne avait commencé avec aller chasser le méchant nécromancien, et qu'ils ouvrent leur taverne et qu'ils passent tout leur temps sur ça, le MJ devrait absolument adapter la campagne pour que les joueurs ouvrent leur taverne et même fassent une franchise avec. Mais il ne doit pas oublier aussi que le méchant nécromancier est toujours là et qu'il devient plus puissant et qu'éventuellement leur taverne sera prise sous siège ou quelque chose comme ça. Alors c'est un équilibre, mais je trouve qu'en possible, le MJ devrait prendre l'initiative pour adapter sa campagne pour ses joueurs. Donc n'oubliez pas, si vous ouvrez une taverne, pensez déjà dès le début à avoir des produits pour les morts vivants. Exactement, diversifier dans le marché moderne. Aucun des deux. Ok. Je pense que non, mais si ça dépend en fait ça dépend du type de campagne. Si on est sur un truc parce qu'on va avoir des facilités à la Tale from the Loop, où on va jouer en environnement mystérieux, où du coup ils sont un peu en mode open world et ils font les choses et c'est assez déconnecté de. Enfin, le fait qu'ils partent à gauche plutôt qu'à droite ne va pas avoir d'incidence sur un autre lieu où ils voulaient aller, puisque c'est une série de scénarios qui prend vie dans un ensemble qui est une ville. Après, c'est comme pour reprendre l'exemple de Liam et de son nécromancien, ouais, aucun des deux. Ils ouvrent leur taverne, c'est leur problème. Et l'histoire continue de son côté, puis ils se font raser et c'est réglé. Et il n'y a pas d'adaptation outre mesure à faire. Après, c'est sûr que si ça c'est dans le cas où on joue vraiment un scénario figé. Après, dans l'absolu, le mieux c'est que tout le monde essaye de kiffer à table et essayer d'éviter au maximum le sabotage de partie, quoi. Mais c'est relativement rare quand même de se retrouver dans un cas de figure où une table qui a décidé de jouer une campagne se retrouve au bout de 2 jours à essayer d'ouvrir une taverne. Et du coup, maintenant, j'ai envie de faire une campagne où il faut ouvrir une taverne. Nous, on l'a déjà fait. Ça a l'air Tellement de super. faits excellents en perspective. On l'a déjà fait 5 scénars pour récupérer assez d'argent.
puis après ouvrir une taverne. Et le MJ, du coup, mais c'était prévu. Donc le MJ avait tout organisé comme scénar autour de la taverne. Donc c'était assez rigolo. Je pense que une campagne, les deux parties doivent s'adapter un minimum. Après, si vraiment il y a de trop grandes différences de point de vue, peut-être que ça veut dire qu'en fait, la campagne, il ne faut pas la jouer. Si vraiment les deux ont des points de vue opposés, il ne faut pas la jouer. Après, c'est très intéressant, comme ça a été évoqué précédemment, que le MJ rebondisse sur quelque chose d'inattendu de la part des joueurs et change complètement la campagne. C'est l'un des intérêts du jeu de rôle. Moi, je serais d'avis de dire que c'est ni au MJ ni aux joueurs à s'adapter, c'est plutôt le jeu qui doit s'adapter au MJ et aux joueurs et d'un commun accord. Mais non, parce que si le MJ s'adapte, au bout d'un moment, il y aura la frustration de pas faire exactement ce qu'il voulait. Et je pense que c'est un peu pareil aussi pour les joueurs. S'ils sont dans un univers qui ne leur convient pas de base, c'est pas la peine non plus d'insister. Par contre, effectivement, au niveau des règles, si c'est trop lourd, oui, je pense que ça doit s'adapter. C'est le jeu qui doit s'adapter. S'il y a des choses qui sont trop lourdes pour le MJ ou pour les joueurs, c'est le jeu qui doit changer, qui doit être modifié, mais pas, le MJ doit pas s'adapter pour les joueurs. Non. Oh non, je pense que ce serait vraiment fastidieux, en fait, hein, puis, c'est déjà un effort d'être MJ, en fait, et en plus, je vois. Enfin, je sais pas. Voilà. Ben, je rejoins un peu ce qu'a dit Damien. Il y a ce qu'il faut, c'est que le MJ et les joueurs soient d'accord sur sur un concept, une note d'intention. Ensuite, cet accord va se trouver quelque part entre les désirs des uns et des autres. Et donc, c'est à chacun d'entendre ce que les autres désirent de manière à pouvoir concilier ses propres envies avec ça. Ensuite, ça va dépendre du contexte et ça va dépendre également de à quel point le MJ a une intention qui est forte. Si le MJ a vraiment envie de faire jouer une campagne qu'il a déjà bien construite dans sa tête ou envie de faire jouer certaines thématiques fortes qui lui tiennent à cœur, justement, le rôle de la session 0, c'est d'exprimer ça et de bien faire comprendre aux joueurs que ça, c'est la base et que ça n'a pas vocation à être discuté. Je crois que c'est Adrien qui disait ça aussi tout à l'heure. Et ensuite, partant de là, les joueurs, soit ça leur convient pas du tout, et dans ce cas-là, il n'y a pas... J'imagine qu'il n'y a aucune obligation. Et après, dans ce carcan-là, ça va être aux joueurs et au MJ de voir comment est-ce qu'on peut s'accommoder pour que tout le monde s'amuse et tout le monde trouve son compte. En revanche, si le MJ vient avec juste, il a envie de faire jouer ses potes, ou alors il a attention, situation purement fictive, toute ressemblance avec les situations réelles serait purement fortuite. Imaginons un club de jeux de rôle qui est en manque de MJ et où des gens doivent se dévouer pour permettre aux autres de jouer. Dans ce cas-là, les gens qui se dévouent, ils n'ont pas forcément une idée précise en tête parce que voilà. Donc là, ça peut être une bonne idée de demander aux joueurs, vous, qu'est-ce que vous avez envie de jouer et de s'adapter. Je disais c'est important de s'adapter. Je pense qu'on a tendance à mettre le maître du jeu au-dessus des autres. Et c'est une mauvaise chose. Je pense qu'il faudrait utiliser meneur de jeu. Déjà, il y aurait plus de meneurs de jeu. Il n'y aurait pas cette sensation de c'est dur, maîtriser, être au-dessus des autres, savoir toutes les règles, tout ça.
Donc je pense qu'il faut s'adapter. Il a le même statut, enfin, pas le même statut, mais il est au même niveau que les joueurs, le meneur. C'est juste qu'il a un statut différent en réalité. Et à partir de là, d'ailleurs, c'est pour ça que les jeux narratifs marchent, enfin, pour ceux qui cherchent autre chose, marchent très bien. Des jeux forcément sans pas forcément avec un meneur, sans meneur, enfin, c'est toutes ces gammes qu'il peut y avoir. Et je pense qu'à partir de là, oui, tu es obligé de t'adapter, sinon tu partages pas. Sinon, ça veut dire que tu as imposé de faire ça et uniquement ça, et les autres sont là à subir, en fait, simplement. Donc, tu es obligé de t'adapter. Sinon, c'est pas un partage en réalité. Tu imposes ton truc, tu imposes le scénario. Et en plus, ça sous-entend que ce que tu fais est parfait. C'est-à-dire que ça doit pas changer parce qu'on a fait comme ça et que c'était écrit comme ça dans le livre, etc., etc. Et moi, c'est un truc qui me plaît pas. Est-ce qu'on m'a entendu ou non? Tout à Ouais. fait. Oui, parfaitement, là. Là, ça a été Mais là, impeccable. c'est intéressant. C'est un peu ce que je soulevais en disant que ça dépend en fait si tu joues une campagne qui est écrite, c'est déjà à l'avance, type les modules Donjons et Dragons ou pas mal de scénarios qui sont déjà faits qui permettent pas, tant qu'on joue cette campagne, d'avoir cette liberté. Après, il faut accepter le fait du coup que ta campagne, ben, c'est plus du tout ça en fait. Et ça, je pense que il y a pas mal de MJ. Haha, tu sais pas si je dis maître ou meneur. Il y a pas mal de MJ qui sont encore bloqués par tous ces scénarios écrits et qui fixent tout en fait quand tu joues. Et qui malheureusement dénature ce rôle de meneur qui est là pour faire que tout le monde s'amuse et que tout le monde participe à l'action. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. Fin de ma parenthèse. Mais c'est comme dans les jeux vidéo, en fait. C'est toujours le même problème, c'est que le jeu papier nous permet d'aller plus loin. On se contente de faire comme il y a sur un support jeu vidéo. C'est-à-dire d'aller sur les lignes, là c'est ça, là c'est ça. Ah non, tu peux pas aller là parce que ça c'est idiot. C'est pas utiliser le support correctement. Je veux dire, ça de Clairement. référence à la réalité. Le type, ton boss il meurt en un coup, bah ton boss il meurt en un coup. Est-ce que c'est un problème de sortir du cadre? C'est super intéressant. Parce que toi, en tant que maître du jeu, tu peux pas rebondir et trouver encore encore aller plus loin que plutôt rester sur les choses écrites ou les choses que tu avais entièrement prévues. Qu'il a Alors, quelque je chose vais à rajouter. je vais retourner à la question. Selon moi, la question serait plutôt est-ce que c'est aux joueurs est-ce que c'est aux joueurs de s'adapter à la campagne ou à la campagne de s'adapter aux joueurs? Toutes les campagnes ne peuvent pas s'adapter aux joueurs. Il y a des campagnes qui sont chronométrées dans l'histoire. La campagne est censée durer, je dis n'importe quoi, 1 mois. Si les joueurs décident de faire d'autres choses durant cette période, ça peut couler la campagne. Ou plutôt, je vais pas dire que ça va couler la campagne, mais plutôt que ça va les amener vers une mauvaise fin de l'histoire. En quoi ça serait un général, quand problème? Ouais, je suis d'accord. Ouais. Justement, quand on je vais dire, ça peut être une fin mémorable, mais en tant que maître du jeu, lorsque je commence une campagne, j'ai pour espoir que les joueurs arrivent jusqu'à la fin de l'histoire au point de vue des éléments scénaristiques majeurs. Voilà. Ouais, mais on est toujours dans la même question. C'est qu'est-ce qui t'empêche de changer ton 1 en 6 si tu leur as pas dit qu'ils avaient 1 mois, quoi. Alors ça, après, bien entendu, ça, je suis d'accord. Si la durée n'a pas été explicitement donnée aux joueurs, on peut s'adapter, c'est pas un problème. Excuse-moi, Mais il y a surtout, des tu peux pas avoir de contrôle aussi sur ce que vont faire les joueurs. Tu peux non, pas je te- ne peux tu ne peux pas avoir de contrôle sur ce que font les joueurs, mais
Après, là, j'aurais peut-être pas dû prendre cet exemple, mais je vais dire que la question, selon moi, est un non-sens, dans le sens où le maître du jeu est là plus comme un arbitre, comme le narrateur, comme le end joueur plus 1, plus que réellement autre chose. Pour moi, la question, c'est plus est-ce au joueur de s'adapter à la campagne ou à la campagne de s'adapter au joueur? C'est plus ça, pour moi, où est la question. Et ça va plus dépendre de la campagne que des joueurs. Ça va dépendre de la campagne en elle-même. La campagne est-elle ouverte? La campagne est-elle modulable? La campagne est-elle fermée? Est-elle bloquée? Qu'est-ce qui empêche de modifier la campagne? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quelle campagne on parle. Je pense que c'est peut-être situationnel. Ça va peut-être dépendre de la campagne, de la localisation de la campagne, que ce soit en termes géographiques, temporels, des actions qui sont faites. Pour moi, c'est du cas par cas. Tu ne m'as absolument pas convaincu, je te dis. Enfin, ou alors c'est peut-être que moi, mais... Non, c'est pas le Je seul. suis pas convaincue. Ah d'accord, ouais, non, c'est bien. Non, mais Parce que c'est étrange. c'est bien parce que du coup on a le sujet pour dans 2 semaines. Quel est le rôle du MJ? Est-ce que MJ est le diminutif de Mangouste Joyeuse? Ouais, mais je pense que le MJ, alors je vais le dire différemment. Non, dis pas tout, garde-en pour dans 2 semaines. Ouais, garde-en Ouais, pour dans 2 mais semaines. dans ce cas-là, S'il te plaît, ça va. dans ce cas-là, je vais quand même le dire. C'est Non. pas au MJ. Le MJ n'a rien à voir. N'a rien à voir là-dedans. Le MJ n'a rien à voir là-dedans. Le MJ est là pour interpréter les actions des joueurs et des PNJ. Oui, mais non, c'est alors pas ton lui. postulat est faux dans le sens où le MJ est là aussi pour faire la mise en situation. Mhm. Donc à partir de là, les joueurs vont réagir à une situation qui leur a été donnée, et par contre c'est au MJ de donner la situation et surtout de préparer la situation. Donc là on peut également se poser la question, est-ce que c'est grave si les joueurs sont des gros bâtards et qui fracassent toute ta préparation que tu as mis des semaines à faire au bout de 3 minutes de jeu? La réponse C'est est pas des vrais amis. c'est pas très très grave, ça arrive quand même. Des fois, il y a des joueurs qui veulent faire exploser la ville et tuer le chef de gang, mais c'est pas grave, on peut jouer avec. Ouais, voilà. Mais dans cette situation, le MJ, est-ce que c'est le MJ? Le MJ ne pourra faire qu'interpréter les actions des joueurs, qu'appliquer les actions des joueurs. Soit, mais dans ce cas, il a quand même une implication dans la question, étant donné que c'est quand même lui qui va faire la mise en situation. Donc la question était quand même, est-ce que le MJ doit-il adapter la campagne à ses joueurs, ou est-ce que les joueurs doivent-ils s'adapter à la campagne du MJ? Une nuance des deux. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde est là pour créer une histoire, tout le monde est là pour jouer ensemble. Et tout le monde a une vision qu'il a de la campagne, une envie particulière d'amener cette campagne vers une ambiance définie. Et du coup, pour moi, pour que ça se passe bien, il faut faire la somme de tous les vecteurs. Voilà, pour ceux qui... Et On rappelle avoir que les une Français aiment les direction. maths. Oui, voilà. Moment par rapport à haut d'une force. Et aller dans la direction qu'indique cette somme de tous les vecteurs. Donc on disait, en cours de campagne, on a fini un premier arc. Quels points sont importants à aborder pour justement pouvoir faire relancer l'intrigue et pouvoir s'assurer que tout le monde continue à passer un bon moment? Voir ce qui a plu, voir ce qui a déplu, essayer d'un petit peu orienter la campagne vers ce qui plaît plus au groupe de joueurs. Et peut-être que Monsieur Game aura des choses plus intéressantes que moi à dire par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'en fait, tu as résumé la question tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est finalement s'adapter. Pour moi, c'est un petit peu une réponse que j'ai à plusieurs des questions qui ont déjà été passées. Je fais assez rarement une session où on arrête de jouer, mais j'aime bien faire assez souvent des sessions solo avec les joueurs où ils vont vraiment déterminer un peu plus activement
Alors je sais que un MJ, un joueur, ça peut faire un peu bizarre pour des parties de temps en temps, mais ça peut aussi donner des parties où juste avec le joueur qui repart voir son village natal ou qui va faire quelque chose qu'il a besoin de faire, ça peut donner du temps pour faire du roleplay plus introspectif, où le joueur est en train de parler à lui-même, et ça donne des idées pendant ce temps au MJ pour la direction de ce joueur spécialement. Si ce but peut être rattaché au but central de la campagne, alors autant mieux, c'est fantastique, on peut continuer comme ça. Sinon, eh bien peut-être qu'il est temps de soit faciliter un peu la fin d'une campagne pour en ramener une autre, d'un arc pour en ramener un autre. Eh bien simplement de pouvoir adapter la partie aux joueurs individuellement. Et si les buts des joueurs peuvent se rattacher à la campagne, euh, de toujours essayer de son mieux pour diriger la campagne, pour intéresser le joueur spécialement, s'il y a un joueur qui commence à perdre intérêt dans la campagne. C'est sûr que ces moments d'introspection peuvent être très utiles pour ça. Mais, pardon, je pars un peu dans tous les sens. C'est vrai que je ne le considère pas assez, ça. Si on fait pas les XP, de toute façon, on a raté le jeu. Je sais pas. Je pense que de toute façon, un arc doit terminer sur une fin ouverte, si c'est juste un chapitre, et donc la suite se fait naturellement. Parce que là, on est sur une réflexion un peu biaisée, parce que on part du principe qu'on va jouer nos 4, 5, 6 séances de notre arc narratif, et on va genre jamais faire de débrief de fin de partie, ce qui est clairement jamais le cas. Il y a toujours un petit moment où tout le monde discute. Donc je pense que la fin de cet arc, elle mérite pas forcément une pause, puisque tout le monde s'est déjà longtemps exprimé sur chaque scénar. Et donc on a pu s'adapter, faire évoluer, essayer de rétablir l'équilibre et le temps de parole de chaque joueur, de façon à ce que tout le monde puisse pleinement s'amuser. Le MJ a pu faire ses petites remarques pour que tout le monde puisse créer tous ensemble une belle histoire. Donc je suis pas sûr que ce soit pertinent de faire une pause et de discuter en fin d'arc sur tout ça. Voilà, prendre 5-10 minutes pour, selon le jeu, typiquement par exemple sur du L5R, prendre 5-10 minutes pour analyser les objets qu'on a trouvés ou faire un peu de vente et de commerce si on aime bien avoir des chiffres et un inventaire et du poids. Ben, je pense que c'est utile de faire un point sur le passé, que les gens ont aimé, apprécié ou pas. Puis un nouvel arc, c'est un peu comme le début d'une nouvelle campagne, donc un peu comme refaire une mini session 0. Ben moi je l'ai vécu qu'une seule fois sur une campagne, le moment où on fait une pause à peu près après 5-6 séances. C'était sur One Piece. Alors One Piece, on a un navire, voire plusieurs. On a un équipage, pas que des PJ, on a aussi des PNJ. On a le matos, les SAP, le programme, voilà, la carte aussi pour savoir où est-ce qu'on va. Ça demande en fait une organisation et c'est vrai qu'heureusement qu'on a pris ce temps pour se dire, voilà, on va faire vraiment que de la supervision, tout ça, tu veux augmenter ton armure, bon bah tiens, voilà les fonds. Et vraiment, c'était tellement nécessaire parce qu'il y avait tellement de choses qu'on avait laissées en suspens justement pour se concentrer sur l'intrigue. Qu'au final, c'est vrai que c'était vachement important aussi de remettre voilà tout en place et vider son inventaire et se faire du fric. Donc, je pense que sur des grosses campagnes, surtout quand ça brasse et que on est en plus propriétaire d'un navire ou qui est plein, qui a les cales pleines et tout ça, il y a un espèce de commerce qui est obligé de prendre de la place à un moment donné. Et donc, c'était vachement important. Mais j'avais pas compris la question comme ça quand je l'avais lu la première fois, quels points sont importants pour vous. Moi, j'allais répondre, ben, c'est le fun. Il faut savoir s'amuser. Et si en cours de partie, il y a des gens qui s'amusent plus, c'est qu'il y a un problème.
mais à la base. Et puis au final, Alors après, c'est un peu plus comme ça que je l'avais pensé. C'est ah quels sont les d'accord. points qui ont vraiment. Voilà, on a fini une première partie de campagne. Qu'est-ce que. C'est le moment de faire le point. Qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a déplu, D'accord. comment faire pour que tout le monde continue à s'amuser et qu'on ait envie de faire la suite. Je pense que c'est le fun. Je pense que c'est vraiment, il faut savoir s'amuser, il faut qu'il y ait une bonne, il faut qu'il y ait une bonne interaction en fait entre les joueurs, mais surtout entre les personnages qu'ils interprètent. Et je pense que si, par exemple, justement, au bout d'un certain temps, il y a des joueurs, enfin des personnages qui se prennent le bec trop souvent et que ça devient trop lourd, c'est peut-être le bon moment de dire, ok, qu'est-ce qui va pas, est-ce que ça vous convient quand même, est-ce que ça fait partie de votre jeu, est-ce que ça vous fait plaisir. Enfin, voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut, voilà, se poser les questions. Je pense que c'est le fun et surtout, enfin moi personnellement, je mettrais plus en avant le côté intrigue entre les personnages et c'est le truc qui me plaît le plus en fait dans le jeu de rôle. Voilà, l'interaction entre les personnages. Je vais rejoindre un peu ce que vient de dire Mademoiselle 608. Alors, en ce qui me concerne, je pense pas forcément, mais les campagnes, j'en ai pas fait des masses d'ailleurs, mais je les pense pas en termes d'arc narratif et il n'y a pas de, j'ai pas vraiment de moment charnière. Et selon moi, en fait, c'est une interrogation qu'on doit avoir tout le temps à l'esprit et qui se fait au fur et à mesure des parties. Les échanges avec les joueurs, comprendre un peu quelles sont leurs envies et comprendre dans quelle direction ils font avancer la campagne, c'est quelque chose qui se fait vraiment au long cours. Et si on est à l'écoute des joueurs et si on montre aux joueurs qu'ils peuvent s'exprimer et qu'on est à leur écoute, ben, c'est quelque chose qui va se faire naturellement au fur et à mesure et il n'y a pas vraiment de moment de moment charnière, il n'y a pas forcément besoin de faire le point. Cela étant, ça peut être nécessaire si on constate qu'il y a un problème. L'exemple qui était donné des joueurs qui ne respectent pas le fair play ou qui se montrent agressifs l'un envers l'autre, ou simplement on constate que les gens s'amusent moins ou que y a du fun qui disparaît, que voilà, là ça peut être le bon moment pour dire bon voilà, on a fini telle histoire. J'ai l'impression que ça correspond pas forcément à vos attentes ou que voilà. Qu'est-ce qui, selon vous, est positif, qu'est-ce qu'il y a à reprendre et faire le point. Mais pour moi, c'est nécessaire uniquement s'il y a s'il y a vraiment un problème autour de la table. Après, il peut y avoir un problème sans qu'on le détecte. Et c'est en ça que j'ai dit que c'était aussi important de bien maintenir tout au long la discussion et le fait que on est tous ensemble autour d'une table à jouer, à créer quelque chose, et chacun a son mot à dire. Il faut que chacun soit à l'écoute de ce que les autres ont à dire. Surtout notamment le fait que si tu es obligé de faire un point, c'est forcément qu'il y a un problème en fait. Si c'est une obligation, c'est que c'est un problème dans le contrat social, notamment si les types ils jouent avec toi et qu'en fait ils se sentent frustrés, forcément ça va finir par être dit, il faut le dire. Il ne faut pas attendre, je pense, la fin d'un arc. Si c'est déjà le cas, il faut le dire à la fin de la partie. C'était frustrant, chiant, ça dépend après les situations. Parce que si tu attends, ça veut dire que tu vas subir. Après, je te dirais que ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être, tu peux avoir le désir de faire un point parce que tu étais content de ta campagne et tu aimerais savoir si les joueurs ont ressenti la même chose, et voir si tel point que tu as, peut-être telle piste que tu as commencé à mettre en avant, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont envie de creuser, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Après, là, pour se rejoindre Adrien, normalement, ce qu'on fait souvent, c'est en fin de partie, tu t'en discutes encore, et puis même des fois quand tu revois
tu revois les gens, t'en discutes encore. Je pense pas qu'en fait, dans la question, c'était vraiment un point fixe sur les faits. Et je pense que non, pas un point fixe. Je pense qu'il faut en parler tout le temps et naturellement, quoi. Et surtout, pas attendre quand il y a quelque chose de frustrant ou de mauvais, quoi. Parce que là, ça me rappelle d'ailleurs, moi, ça m'était arrivé à Game of Thrones, où quand tu fais des personnages, alors là, c'est rigolo, parce que c'est pour reprendre tout ce qu'on a dit, quand tu fais des personnages équilibrés, ça marche mal, parce que du coup, si toi, tu joues une prostituée et que l'autre, c'est un roi, t'as plein de scènes où tu fais rien et t'attends, et le MJ est gentil, à un moment, il fait une scène, et en fait, chacun passe des heures dans son coin ou à tourner autour des gens. C'est assez complexe à jouer Game of Thrones si justement tu joues pas dans la même strate sociale, pour le coup. Mais voilà, moi, je joue un garde du corps, et un garde du corps, et ben, la plupart ne parlent pas, il est là, il regarde. Mais s'il n'y a pas un truc pour toi, moi, ça m'avait frustré, je l'avais dit, gérer la frustration, enfin le dire, je pense que ça c'est important, tout de suite, pas attendre d'avoir un point fixe au bout d'un certain nombre de scénarios, tout ça, non, faut le dire de suite. Et quand ça va aussi d'ailleurs, faut le dire de suite. Eh ben, du coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, quelque chose qu'il faudrait aborder lors d'une session où on ne joue pas et si ce n'est pas le cas, nous, ce sera la conclusion pour ce soir. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été dit pour vous, quel est le point le plus important lors de la session 0, c'est de bien expliquer aux joueurs la règle permettant de corrompre le MJ. Parce que bon, un MJ, c'est bien gentil, mais ça a besoin de son lot de chips et de son verre de coca. Et donc voilà, il faut vraiment être au taquet là-dessus. Prochaine vidéo, bien débuter dans le jeu de rôle. Non, mais on constate quand même que la corruption du MJ, c'est assez récurrent chez Philou. Bah bien sûr, non mais c'est que pour ça qu'il fait MJ. Hein. Que pour ça. On lui ramènera que des trucs, des crackers au fromage, des pizzas au fromage. Au revoir. C'est ça. Bah, quand on parlait de jouer Game of Thrones, c'est un peu ça le concept. Tu vois, tu fais un cadeau et c'en est pas un. Eh bien, sur ces mots, vraiment plein de compassion et d'amitié entre nous. Ah, mais on était encore en ligne. Ah oui, on y est encore. Hein. Ah, pardon. Amusez-vous, adaptez-vous. Amusez-vous, adaptez-vous. Merci à beaucoup tous. de coupures au montage. Je suis déjà tellement content d'avoir monté cette vidéo. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain atelier de jeu de rôle. Au revoir à tous. Tout de suite. Au revoir. Salut. Au revoir.